Marhaban. Alors on est aujourd'hui au Salon Noun. Le Salon Noun, c'est un espace dédié aux arts et à la culture des mondes arabes. Et on est aujourd'hui avec Hajar Hazel, qui est une jeune autrice qui va nous parler de son premier roman, L'Envers de l'été. J'ai 10 questions pour elle, on y va, let's go. Hajar, bonjour. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'on puisse discuter de ton premier ouvrage, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Donc j'ai 28 ans, j'ai grandi à Rabat au Maroc et puis je vis en France depuis 10 ans. Donc L'Envers de l'été est mon premier roman et ma pratique de l'écriture vient en grande partie d'un magazine qui s'appelle onorient.com que j'ai cofondé avec des amis et qui parle de culture émergente d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Super. L'Envers de l'été, j'ai l'impression que c'est un récit qui vient nuancer tous ces souvenirs qu'on peut avoir de sa terre d'origine, ou de sa terre natale. T'as veillé en fait à inventer le lieu où se passe ce récit. C'est vraiment, on sait que ça se passe en Méditerranée, mais on ne sait pas où. Pourquoi ce choix ? Parce que je voulais avant tout, mais c'est quelque chose que j'avais déjà en tête, même avant d'écrire, c'était de parler de l'enfance en fait avant tout. Et c'est pour ça que j'ai inventé une géographie qui s'appelle Tefl. Donc Tefl en arabe veut dire l'enfant. Donc je voulais que ce soit le plus universel possible, que ce soit le plus perméable aussi aux souvenirs des uns et des autres, que chacun puisse s'identifier aussi par rapport à ses propres souvenirs. Et au-delà de ça, j'ai aussi voulu revendiquer une sorte de part de Méditerranée en tant que Marocaine, de pouvoir inventer un lieu dont le seul indice est qu'il se situe en Méditerranée pour atteindre quelque chose de peut-être plus universel que mon simple vécu de Marocaine vivant en France. D'ailleurs, en parlant de Méditerranée, il y a un passage, une phrase d'un des personnages qui est vraiment secondaire pour le coup parce qu'il parle très peu et qui dit en fin de roman... Tu lis Camus, il a tout compris à la nature, à nos paysages, mais il ne nous a pas compris nous. Est-ce que L'Envers de l'été, c'est une réponse à l'été d'Albert Camus ? Effectivement, c'est un texte que j'ai lu au tout début de l'écriture du roman et que j'ai trouvé vraiment magnifique parce qu'il y a quelque chose de très sincère, il y a beaucoup de sensibilité et c'est assez différent des autres textes de Camus. D'ailleurs, il résonne beaucoup avec le dernier texte de Camus qui est Le Premier Homme. Donc en même temps, j'avais repéré certaines phrases qui m'avaient un petit peu étonnée, des phrases comme une race née du soleil et de la mer, une race indifférente à l'esprit. Donc Camus fantasmait dans ces textes-là aussi une certaine race méditerranéenne qui a tout compris parce qu'elle est en prise avec les éléments. Et j'avais envie tout en reconnaissant quelque chose de très beau dans ces textes-là, peut-être de les nuancer aussi en donnant la parole aux Méditerranéens peut-être ou aux Arabes. Et c'est un petit peu d'ailleurs ce que dit Kateb Yassine des textes de Camus. Dans les textes de Camus, on ne voit pas le peuple algérien. Donc moi, en tant que Marocaine, j'ai peut-être voulu répondre peut-être à ce texte-là tout en rendant hommage d'abord, parce qu'avant tout, c'est vraiment des textes magnifiques. C'est un peu la démarche de Kamel Daoud avec Marceau contre-enquête. Complètement. Réponse à l'étranger d'Albert Camus. Complètement, c'est un texte que j'ai adoré, je pense qu'il m'a influencé aussi peut-être quelque part dans l'écriture, parce que l'idée de Kamel Daoud, c'est de reprendre le personnage de l'arabe, qui n'a pas de nom d'ailleurs, dans l'étranger pour raconter son histoire. Et je trouve que c'est très intéressant, très intelligent de reprendre les outils du colon pour répondre, parce que ça permet aussi de donner à manger, en fait, d'attirer par quelque chose avant de faire passer un message, et c'est très subtil et c'est très intelligent, je trouve. C'est comme ça que je l'ai pris en tout cas. Est-ce que c'est un message aussi à la diaspora, aux différentes diasporas, qui fantasment un peu une terre d'origine parce qu'ils ne la connaissent qu'à travers de très beaux jours? Oui, alors il y a ce rapport à la Terre qui est effectivement un rapport magnétique, c'est le rapport du personnage principal, et aussi que j'ai défini au tout début comme une terre où on enterre, où on revient lorsque c'est fini, lorsqu'on célèbre ou que l'on pleure, et j'ai aussi dit que c'est une terre qui les réclament tous un jour ou l'autre. Donc il y a cette espèce de rapport à la Terre qui est un rapport de mirage. En fait, plus on s'en approche, plus elle s'éloigne, et en même temps quelque chose de magnétique, on ne peut pas s'empêcher de vouloir la retrouver, cette Terre-là. Et je pense que c'est un rapport que d'abord j'ai eu moi-même en grandissant au Maroc et en venant en France. Il y a 10 ans, j'ai à la fois vécu sur les plages de Tanger, qui était la ville de passage de tous les Marocains qui rejoignaient leur village et leur ville, le déferlement des immigrés avec leurs plaques de voiture, avec leurs klaxons, avec toute la fanfare aussi qui va avec, où nous on jouait vraiment littéralement à
à se faire passer pour des Belges ou pour des Français, puisqu'on parlait trop bien français, c'était pas possible qu'on soit marocain, parce qu'on était trop du bled. Ce qui est dingue, c'est que cette nuance belge-français, tu l'as écrite. Ouais, ça pour le coup, c'est vraiment. Elle a vraiment donné d'elle. Hein. Et d'autre part, bah, en vivant loin de mon pays d'origine aussi, j'ai eu tendance à voir aussi des choses peut-être qu'on voit pas quand on vit là-bas, et que potentiellement la diaspora aussi voit, ou les gens qui ont grandi en France, qui sont d'origine maghrébine voient. Donc pour moi, c'est un hommage à ces deux regards-là. Je dirais pas que c'est un message à la diaspora, parce que bah, je suis personne pour adresser des messages, mais c'est plutôt de montrer comment en fait deux regards sont finalement des regards complémentaires. Le regard de ceux qui sont dans un territoire et de ceux qui n'en sont plus mais qui y sont attachés. C'est pas le même, mais il y a quelque chose qui complète effectivement, qui nuance le rapport à la terre. Il y a quelque chose de fort dans cet ouvrage, c'est que j'ai l'impression qu'il traite de la puissance de la femme. Donc vraiment, on sent qu'elles peuvent se construire comme se détruire seulement en fonction de leur choix. Et il y a par ailleurs un personnage qui est celui de Gaïa, dont le nom signifie la terre. Tout à fait. Ce personnage est la colonne vertébrale finalement du récit, tout se passe sous son approbation. Est-ce que c'est un hommage finalement à la puissance des femmes, cet ouvrage? Complètement, et ça me fait très plaisir que tu le remarques, parce que avant tout pour moi, c'est une manière de raconter la place des femmes au sein des sociétés méditerranéennes. C'est une place centrale. C'est en fait, il y a peut-être une erreur peut-être dans un regard occidental qui consiste à voir que les femmes sont enfermées entre quatre murs et finalement elles sont soumises par la même. C'est beaucoup trop simpliste, puisqu'en fait elles sont au cœur de ce qui se passe, et ce qui se passe dans ces pays-là, c'est aussi beaucoup le rapport à la communauté, le rapport à la famille. Et enfin, moi personnellement, en tout cas, l'essentiel de ma vie au Maroc était centré sur la famille et sur ces moments-là. Le travail était secondaire, où c'était une manière de gagner de l'argent pour pouvoir vivre, mais il n'y avait pas ce côté peut-être un peu qu'on a en France de travailler vivre pour travailler plutôt que travailler pour vivre. C'est très banal ce que je dis là, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti en venant en France. Donc oui, c'est un roman très matriarcal, et c'est un roman qui montre à la fois comment, je pense que tu l'avais très bien résumé, les femmes peuvent à la fois bâtir et en même temps déconstruire ou détruire très vite pour des raisons ou elles sont maîtresses d'elles-mêmes finalement. Ça se ressent très très bien dans ce récit-là. L'ouvrage a été, tu l'as pensé, tu l'as découpé en 3 parties. On a la terre, la mer et le soleil. Est-ce que plus qu'un ouvrage, tu nous as apporté un nouvel horizon, un nouveau regard? Tu veux dire quoi par un nouveau regard? En fait, j'ai vraiment l'impression que plus qu'un ouvrage, c'est un nouvel horizon que tu nous apportes. Tu l'as pensé vraiment, tu l'as coupé comme si on avait des lunettes, tu vois? Ouais, non, mais c'est super sympa. Enfin, c'est super sympa que tu l'aies perçu comme ça. Mais je pense que oui, le besoin de découper, c'était le besoin en fait aussi de redonner la place à la terre, au soleil puis à la mer, qui sont en fait pour moi des éléments qu'on délaisse ou qu'on vient visiter. Enfin, notamment la terre, voilà, on va à la mer en été parce que c'est sympa, mais en fait après on s'en va et on la laisse toute seule. Et quelque part, ces 3 éléments, ils sont aussi incarnés dans les personnages de Gaïa et de Nina, qui sont les femmes qui, dans le roman, dédient toute leur vie à la communauté, justement aux réunions familiales, etc. Et qu'on déserte dès lors que les vacances sont terminées, tout comme on déserte la mer, tout comme on déserte la terre, et que le soleil nous déserte, en tout cas en France. Mais non, oui, je sais, oui, pour moi ça venait vraiment de là, du besoin de donner cette place à ces éléments-là. Après, pour le nouvel horizon, j'en suis flattée, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais forcément. Oui, on se dit, c'est vraiment l'envers de l'été. Ouais, non, mais ça me fait très plaisir que ça ait été perçu comme ça. Ce roman, tu l'as écrit pendant le confinement? Non, je l'ai écrit 1 an avant le début du confinement, et je l'ai envoyé pendant le confinement par contre. Tu peux nous donner les petits secrets d'écriture de ce récit? Alors ce récit, c'est beaucoup de fragments. En fait, moi j'écris beaucoup par fragments, c'est-à-dire j'écris des choses qui me viennent de manière un peu instinctive. Donc j'ai accumulé beaucoup de fragments qui sont aussi liés à le temps que je passais au Maroc, le fait d'être entre les deux, parfois dans l'avion, parfois dans la voiture. Donc j'ai eu beaucoup de petits fragments, et à un moment j'ai vu que ce thème du rapport à la terre, du déchirement, etc. était vraiment prégnant dans ce que j'écrivais, et du coup je me suis arrêtée, je me suis dit ok, je vais imaginer des personnages dans une situation
Et j'ai fait beaucoup de tricotage en fait entre mes fragments. Je ne sais pas si c'était la bonne manière de faire parce que j'avais pas de plan. Je suis allée vraiment avec une intuition très forte, une situation, des personnages, je me suis lancée. Mais je sais que ça m'a permis de rester sincère puisqu'en fait toutes les émotions, tout ce que je voulais dire était déjà dans mes fragments. Et je faisais que le lien. Vraiment à l'instinct. Oui, je suis complètement à l'instinct. Ouais, je crois, et tu me dis si tu me contredis si je me trompe, que tu vis entre le Maroc et la France. Oui, tout à fait. Est-ce que tu sens que cette rotation, finalement, cette alternance géographique est nécessaire pour toi pour que tu te sentes entière? Ah, complètement. Mais oui. En fait, et je pense aussi que j'ai essayé de bâtir ma vie de manière à ce que ce soit possible. Et je pense que très banalement, l'écriture le permet. Puisque c'est quelque chose qu'on peut faire d'à peu près n'importe où, sans patron aussi, ça, c'est rapport à l'autorité, très compliqué. Sans le rapport au monde du travail. J'ai un rapport assez compliqué, même si je travaille comme tout le monde. Mais oui, je pense qu'il y a de ça. Et puis le livre en lui-même rassemble des mondes. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me plaît, c'est de pouvoir rassembler des souvenirs d'ici et de là et de pouvoir les mettre dans un même endroit. Et c'est fou parce que même vis-à-vis de mes proches, je me suis rendu compte que il y a des choses que j'ai toujours dit, mais peut-être à l'oral, etc., qu'ils ont enfin compris avec le roman. Parce que là, c'était un objet, là, ça avait du corps, dans peut-être mon rapport aussi. Tu t'es fait comprendre grâce à cet ouvrage-là? Bah oui, sur certains aspects, je pense. Et ça, c'est fou. Enfin, c'est fou qu'un livre puisse faire ça aussi. Mais tu te dis, c'est quasi magique, finalement. Complètement, il y a quelque chose de... Non, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'intersubjectivité, des subjectivités qui se connectent... sur une phrase, sur un passage, et je découvre, c'est tout nouveau pour moi, mais c'est magnifique. Bah, c'est comme pour notre rencontre aussi. C'est adorable, merci. Non mais c'est vrai, je trouve que c'est des trop beaux moments à chaque fois en fait. C'était écrit. Limite. Exactement, mais c'est bien dit. Est-ce que tu peux nous donner 3 livres qui sont très importants pour toi? Je te prends au dépourvu, je sais. Non mais c'est là qu'il y a les meilleures réponses. Bah, le premier, j'ai aucune hésitation, c'est Le pain nu de Mohamed Chokri. Il est tellement dur ce livre. Il est très violent, très très dur, mais tellement sincère et tellement... spontané, instinctif. Instinctif, il y a quelque chose de... Voilà, il a osé dire ce que plein de gens ne peuvent pas dire, et, tout en étant analphabète, donc c'était son premier en fait, livre où il a tout expérimenté en même temps. Donc moi c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, que j'ai lu assez tôt, j'ai lu je pense à 15 ans, et je pense que c'est un des premiers auteurs marocains que j'ai lu de ma vie. Avant j'étais au lycée français, donc j'ai aussi beaucoup étudié de classiques, donc et c'était un contact que j'ai pas lâché, je pense que après je pense pas. Est-ce qu'on peut dire que tu t'es retrouvée dans cet ouvrage-là? Je me suis pas retrouvée, mais comme je connaissais Tanger parce qu'il est tangérois et c'est la ville de ma famille paternelle, j'ai reconnu des rues et j'ai eu l'impression de rentrer, d'ouvrir des portes que j'avais pas le droit d'ouvrir ou pour lesquelles on me disait non mais regarde pas trop, notamment les bars avec les énormes vitrines, pas vitrines mais des vitraux en fait qui cachent... D'où la fascination pour l'envers finalement. Ah bah complètement, alors moi je suis on fait une petite psychologie. Non mais là c'est sûr, donc ouais, là c'est le premier, je dirais ça. Le deuxième, et il y a quand même un lien, c'est Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, pour à la fois aussi ce rapport un peu transgressif sur ce qu'on peut dire ou pas dire. C'est drôle, c'est un ouvrage, quand je pose la question, qui revient. Il revient beaucoup, parce qu'en fait, c'est du point de vue à la fois du contenu et du style, c'est super novateur, hyper transgressif, et quand on le lit, on se dit aussi en tant que personne qui veut écrire, on se dit ah mais j'ai le droit vraiment de m'autoriser tout. Et tout est possible en littérature. Tout est possible, et ça c'est vraiment une vraie liberté. Et puis un troisième, je veux pas dire Camus parce qu'on c'est un Algérien. On a parlé de Kamal Laoud, mais moi j'avais beaucoup aimé Meursault contre enquête. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Zabor aussi, même si c'est vrai parfois la trame est un peu... T'as réussi à me faire d'un Algérien. On a parlé, j'ai un peu triché, oui. Non, la trame est un petit peu lourde parfois, mais le style et la sincérité, une espèce de phrase qui ouvre des portes, qui ouvre des univers entiers avec une seule phrase. Qui soulève des questions, beaucoup de questions aussi, ouais. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Bon, super, merci beaucoup Hajar. Avec plaisir. Moi je vais faire signer mon ouvrage et je vous invite à aller vous le procurer et à venir aussi... quand ce sera réouvert et que la programmation sera faite au Salon Noun, qui est un endroit magique. Ouais, je sais pas si tu confirmes. Voilà, merci à tous et à bientôt.